Eh bien, nous aussi, nous prenons notre envol pour cette soirée et nous accueillons donc nos intervenants de ce soir. J'ai nommé Julie Henry. Bonsoir Julie. Et Mathias Leclerc. Julie Henry, vous êtes philosophe, maître de conférences à l'école normale supérieure de Lyon, tout va s'afficher, et vous travaillez en équipe de pratique de soins. Vous êtes aussi responsable du parcours approche plurielle de la santé du master en sciences sociales. Et votre regard va plus précisément se poser, eh bien nous allons le découvrir. Et puis Mathias Leclerc, vous êtes prêtre diocésain à Cahors, vous êtes titulaire d'un master de théologie, professeur de musique au conservatoire, et vous nous parlerez plutôt de la joie d'un point de vue spirituel. Pardon. Oui, bien évidemment, Julie Henry, la joie philosophique et d'un point de vue éthique aussi ce soir. Merci. Et je vous préviens, il y aura un temps d'échange avec la salle après les deux interventions. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être, je sais avec joie que je suis avec vous ce soir. On ne va pas commencer les mauvais jeux de mots. Je vais vous parler de façon un peu entrecroisée, en effet, de la joie d'un point de vue philosophique, d'un point de vue spinoziste. Mais vous en faites pas, c'est un mot qui peut un peu impressionner, mais vous allez voir que Spinoza peut bien parler sur le soin et puis entrecroiser avec des questions éthiques. Ce par quoi j'aimerais commencer avec vous, c'est mettre un peu les pieds dans le plat, si je puis dire, de même que Françoise Basson l'a dit pour commencer. Ça peut paraître un peu suspect dans un premier temps, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, de se dire qu'on peut éprouver une certaine joie à accompagner une personne en fin de vie. Ça veut dire quoi, éprouver de la joie auprès d'une personne qui approche de la mort, avec notamment cette idée que quand on accompagne quelqu'un, quand on est auprès de quelqu'un, on le fait plutôt par altruisme, on ne le fait pas pour soi, on ne le fait pas soit pour éprouver de la joie. Et vous voyez, c'est ça aussi qui m'amènera après à une autre façon de concevoir l'éthique, comme si de façon sous-jacente, il y avait un peu des vases communicants. Quand j'accompagne quelqu'un, il faudrait que je sois un peu moins bien pour qu'il soit mieux. Vous voyez, cette idée en fait qu'on n'aurait pas à gagner ensemble à être bien l'un et l'autre. Et donc c'est sur ces représentations que je vais me pencher en entrecroisant donc, comme on l'a dit, philosophie et éthique médicale. Alors d'abord, quand on parle de plaisir à accompagner autrui, quand on parle de plaisir à prendre soin de quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut entendre par ce terme de plaisir ? Et là, ça va nous obliger à bouger un peu de ce terme de plaisir et on va aller progressivement plutôt vers celui de joie qui a été choisi de façon tout à fait judicieuse dans la thématique de ce congrès. On a tendance à dire que le plaisir, ça peut être par exemple ce que j'éprouve quand je satisfais un désir. J'ai le désir de manger quelque chose de bon, je mange quelque chose de bon et j'éprouve du plaisir. Donc du coup, ça peut être aussi rapproché à quelque chose un peu comme une sensation agréable. Et là, on ne voit pas trop dans un premier temps. Quelqu'un qui ne connaît pas se dit qu'il ne connaît pas ce que vous faites auprès des personnes en fin de vie, peut se dire mais quel désir ça vient combler en fait d'être auprès d'une personne en fin de vie. Et puis, comme je disais, est-ce que ça pourrait paraître un petit peu suspect de se dire qu'on peut éprouver une sensation agréable en accompagnant une personne en fin de vie. Alors, inversement, ça c'est un truc des philosophes, quand ils ne savent pas définir un mot, ils se disent « qu'est-ce que ça ne veut pas dire ?» On botte en touche, comme on dit. Inversement, si on se dit « dans une situation, dans une activité, je ne prends pas plaisir », pour essayer de comprendre en creux inversement ce qui se passe quand ça se passe bien. Quand on ne prend pas plaisir dans une activité, que ce soit une activité professionnelle ou une activité bénévole, on peut dire par exemple qu'on ne s'y reconnaît plus. On peut dire qu'on ne trouve pas sens, qu'il y a une sorte de perte de sens dans ce qu'on est en train de faire. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu ces dernières années chez les soignants, par exemple. Donc ça veut dire quoi ? Ça peut vouloir dire, par exemple, il y a des valeurs qui m'ont été transmises quand on m'a formée, quand je suis arrivée dans cette profession ou dans cette activité. Et ben ça ne correspond pas à ce qui se passe dans la vraie vie. Ça ne correspond pas à ce qui se passe en fait quand j'exerce cette activité. Ou alors, ce pourquoi j'ai adhéré à une association, ce pourquoi je me suis embarquée dans une démarche,
ou bien encore ça vient heurter mes valeurs personnelles. Il y a quelque chose en fait qui, encore une fois, on ne s'y retrouve pas. Et qu'est-ce que ça pourrait, à quoi ça pourrait faire référence quand on est bénévole auprès des personnes en fin de vie? Ça pourrait être, par exemple, quand je me sens isolée dans un établissement. Je viens, je fais ce que j'ai à faire, entre guillemets, mais j'ai pas l'impression que ça fasse vraiment sens pour les autres. J'ai pas l'impression d'avoir des échanges, par exemple, avec les soignants ou avec l'encadrement. Je me sens un peu prestataire de service. Ok, tu es là aujourd'hui, tu viens, tu fais ce que tu as à faire, mais bon, ça reste comme ça un petit peu isolé. Ou alors, ça peut bien se passer, je finirai là-dessus tout à l'heure, ça peut bien se passer, mais c'est un peu éreintant. Je le fais sans répit, ça me demande beaucoup. Je suis un peu essorée, en fait, dans cette pratique. Et dans ce cas-là, en fait, je ne suis plus tout à fait en mesure de prendre plaisir dans mon activité. Je ne suis plus dans une relation vraiment équilibrée avec les autres. Donc inversement, on pourrait se dire que pour éprouver du plaisir à prendre soin, à minima, ça suppose une certaine adéquation entre ce pourquoi je me suis lancée et la façon dont ça se passe effectivement. Une certaine compréhension de ce qu'on me demande de faire. C'est-à-dire que ce qu'on me demande de faire, que ce soit évidemment au bénéfice en tout premier lieu de la personne accompagnée, que ce soit un patient ou un résident, mais que ça puisse aussi se faire en bonne articulation avec les professionnels, qui est une forme de respect, de reconnaissance de ce que je fais. Et vous allez voir, je vais pas mal insister là-dessus, une reconnaissance de ce que je fais, c'est-à-dire de ma pratique, mais une reconnaissance aussi de moi qui exerce cette pratique. C'est pas tout à fait la même chose si c'était quelqu'un d'autre. On n'est pas des pions interchangeables. On est aussi soi-même engagé dans la relation. Alors à partir de là, si j'essaie d'avancer un peu dans le questionnement philosophique sur la joie à accompagner les personnes en fin de vie, peut-être vous voyez qu'il ne s'agit pas tellement d'y prendre plaisir, donc dans ce sens courant du terme, la satisfaction d'un désir, une sensation agréable, voire de la volupté, mais que peut-être il s'agit de s'y retrouver soi. Pas y trouver autre chose, mais s'y retrouver soi. Se reconnaître suffisamment dans ce qu'on fait, en tant qu'être humain, donc avec ses émotions, avec ses ressources, mais aussi en tant que personne, avec ses valeurs et avec ses idéaux. Il y a à la fois quelque chose, j'y reviendrai tout à l'heure, de fondamentalement humain, qui nous rejoint les uns les autres, et quelque chose de personnel, parce qu'on s'y engage personnellement dans cette pratique. Et donc on commence peut-être à voir un peu quel sens il pourrait y avoir à prendre plaisir dans sa pratique bénévole et à le faire dans une relation qui peut-être aussi une dimension soignante. Ça, je sais que des fois c'est un questionnement de se dire est-ce que notre présence, est-ce que la relation elle peut avoir une dimension soignante même quand on n'est pas professionnel de soins. Il y aurait donc cette idée de s'y retrouver en tant qu'humain et de vraiment pouvoir entrer en relation avec l'autre. Et encore une fois, l'autre, c'est le patient ou le résident, c'est ses proches, c'est les soignants, c'est l'encadrement. Peut-être que c'est aussi, en fait, ses proches à soi quand on leur parle de ce qu'on fait dans ces situations. Donc, il y a l'idée que quand on s'y retrouve en tant que personne, ça nous nourrit aussi nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on donne quelque chose, mais il y a quelque chose aussi qui nous est donné. On l'entendra, je crois, dans certains des témoignages. On reçoit aussi, finalement, on ne le fait pas pour recevoir, mais quand on donne, en fait, dans cette relation, on reçoit aussi quelque chose. Et ça veut dire que ça peut s'inscrire dans une forme de continuité de la vie. C'est pas juste, il y a ces petites parenthèses, je viens, je donne de moi, fût-ce d'ailleurs peut-être des fois un peu en faisant le dos rond, en faisant un peu mon devoir, et puis après je reprends le fil. On voit bien que ça vient interagir, que ça vient intervenir avec ce qu'on est aussi soi-même en tant que personne aux côtés de cette activité. Alors évidemment, une fois encore, il ne s'agit pas de dire que ça pourrait se faire aux dépens d'autrui, mais justement, ça pourrait se faire en raison même de la résonance entre ce que moi je fais pour lui, ce qu'il en éprouve et le fait que ça puisse faire sens pour moi. C'est de là en fait qu'il peut résulter un désir un peu comme par surcroît. On ne le fait pas pour éprouver en fait ce plaisir ou cette joie, mais elle intervient un peu comme par surcroît. Vous savez, quand on dit par exemple, on sent que quelque chose a pris, il s'est passé quelque chose. C'est assez impalpable, hein, on n'a pas toujours forcément les mots pour le dire, mais on ne le fait pas en le cherchant directement, mais il s'est passé quelque chose et il peut en résulter une forme de plaisir et de joie.
Alors on peut se dire, et là je fais le pendant avec la question éthique, si on entend par éthique une forme de réflexion sur sa pratique, c'est-à-dire comment je m'y prends, comment j'essaie de faire au mieux dans ce que je fais, on voit que la perspective dont je parle, elle peut sembler aussi un petit peu exigeante. Parce que dans ce cas-là, on se dit, il ne s'agit pas simplement d'être dans l'immédiat d'un ressenti, un ressenti qui peut être un peu fugace et qui peut me donner d'ailleurs une vue un petit peu erronée, ou en tout cas un petit peu désajustée de la situation. Mais il s'agit de se dire quelles sont mes représentations, quelles sont mes attentes, quelles sont mes valeurs, avec quoi j'arrive en fait, qu'est-ce qui se passe ou pas, et puis d'être en mesure parfois, quand les choses ne se passent pas comme on l'a entendu dans le témoignage, quand ça ne se passe pas comme on l'avait imaginé, être en mesure aussi soit de réfléchir sur la façon dont on s'y est pris, et se dire en fait qu'il y a quelque chose qui pourrait être un petit peu plus dans cet échange et dans la satisfaction pour autrui et aussi pour soi. Et donc c'est à partir de là qu'on va cheminer vers l'idée, si vous voulez bien que je vous emmène avec moi sur ce terrain, selon lequel il pourrait être question de joie au sens spinoziste, donc dans les pratiques de soins palliatifs. Alors, n'ayez pas trop peur, Spinoza, c'est un grand nom de la philosophie, en plus du XVIIe siècle, donc on ne voit pas trop ce qui viendrait faire là. Mais vous allez voir que quand on l'applique en fait aux pratiques de soins, c'est une pensée qui peut être assez parlante. Sinon, vous me le direz et j'essaierai d'expliquer les choses plus clairement. Notamment, il y a une distinction sur laquelle j'aime bien m'appuyer, qui est, il n'y a pas que Spinoza qui l'a fait, mais la distinction entre les biens exclusifs et le bien communicable. Alors, je vais vous donner des exemples, vous allez voir, ça va vous allez tout de suite voir la différence entre les deux. Un bien exclusif, c'est par exemple les richesses ou les honneurs. C'est-à-dire que si vous me donnez de l'argent, c'est moi qui ai l'argent et c'est plus vous qui l'avez, pour simplifier un peu le trait. Ou alors, si j'attends une place très haut placée, ben c'est moi qui ai obtenu cette place et ce ne sera pas forcément quelqu'un d'autre. Un bien communicable, un exemple, c'est une idée. Si j'ai une idée, et si je vous donne mon idée, je l'ai toujours, mon idée. Je ne l'ai pas perdue en chemin. Et surtout, parce que je vous ai parlé de mon idée et que j'en ai discuté avec vous, et ben cette idée, elle va se nourrir. Elle va s'enrichir du partage avec vous. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle un bien qui n'est pas exclusif et au contraire qui est communicable. Et là où les premiers, ils peuvent être un peu une question de pouvoir, j'essaie de conquérir de l'argent, de conquérir des honneurs. Le second, les idées, c'est plus de l'ordre du partage et de l'ordre de la puissance, j'expliquerai tout à l'heure. Alors si je reviens à la situation d'accompagnement, quand je m'y retrouve humainement parlant, ce que j'y retrouve, cet accompagnement, il est bon à la fois pour le patient ou pour le résident qui en bénéficie et qui en est le premier destinataire. Il peut être bon pour les soignants. J'imagine que régulièrement vous avez des retours de soignants qui vous parlent en fait de ce qui s'est passé pour vous ou de ce que les patients ou résidents peuvent vous dire, qui peuvent trouver du sens aussi dans votre présence. Et puis ça peut être bon pour vous parce que vous y voyez le sens, encore une fois, que vous mettez dans votre pratique et plus globalement dans votre vie. Comme disait Françoise Basson tout à l'heure, c'est pas tout à fait la même chose que d'aller danser la salsa, c'est vrai. Danser la salsa, ça peut être incarné aussi. Mais là, on voit en fait que ce n'est pas tout à fait une pratique comme les autres. Et en ça, cet accompagnement et le plaisir qu'on peut y prendre, c'est justement un bien communicable par excellence pour reprendre cette catégorie. C'est-à-dire que tout le monde autour de la table, tout le monde dans la situation peut y trouver son compte, mais plus encore, mon contentement, il va s'accroître du contentement que je reconnais chez l'autre. Il va s'accroître du fait que je vois que pour l'autre aussi, il s'est passé quelque chose. Que quelque chose a pris dans cette rencontre et dans cette situation. Et donc, vous voyez qu'on peut lever par la même occasion une des objections possibles à l'idée de prendre plaisir dans le soin en fin de vie. Si on entend ainsi le terme de plaisir qui a à prendre soin d'autrui, vous voyez que l'idée, c'est évidemment pas que ça se fasse au détriment des patients ou des soignants. Bien au contraire, c'est un plaisir partagé. C'est une joie partagée. Mais pour ça, et ça vient un peu faire bouger aussi nos représentations sociales actuelles, pour ça, il faut aussi admettre l'idée qu'une personne en fin de vie puisse éprouver de la joie. C'est quelque chose qui n'est pas toujours audible, en fait, dans la société aujourd'hui. Le fait de se dire, oui, je peux être en fin de vie, je peux savoir que je vais mourir. Ça peut être évidemment entremêlé avec de la tristesse, mais il peut y avoir des moments de joie. Et là, évidemment, on rejoint
l'idée fondamentale selon laquelle, qui est très chère aux soins palliatifs, selon laquelle une personne en fin de vie est avant tout une personne en vie. Avec cette belle formule de dire que quand on ne peut plus rajouter des jours à la vie, parce que la vie ne peut plus augmenter en termes quantitatifs, on essaie de rajouter de la vie aux jours, de faire que les jours qui restent à vivre soient plus vivants, si je puis dire. Et donc, si je poursuis l'éclairage spinoziste, vous allez voir, vous allez finir par emmener Spinoza partout avec vous. C'est ce que m'a dit récemment une soignante. Elle m'a dit, je vais prendre la prochaine fois, je vais prendre Spinoza avec moi quand j'irai voir un patient. Ce qu'on entend ici par se sentir plus vivant, et ça va faire le lien entre la joie et l'éthique, parce que pour Spinoza, l'éthique, c'est de la joie. C'est pas quelque chose de rébarbatif qu'on fait, en fait, parce qu'on doit le faire, mais au sens où ça nous coûte, même si c'est exigeant. Se sentir plus vivant, c'est caractérisé par Spinoza comme un accroissement de sa puissance d'agir et de penser. Et c'est pas la même chose que le pouvoir. Le pouvoir, en fait, pour Spinoza, c'est quelque chose que je prends sur autrui. L'accroissement de ma puissance, vous voyez, c'est quand je fais ce geste, en fait. C'est-à-dire que quand je suis pas bien, un peu comme un animal blessé, je suis moins ouvert sur l'extérieur, je peux être moins présent à mon environnement, je peux être un peu moins vivant aussi. Et quand j'éprouve de la joie, voilà, il y a ce mouvement en fait où j'ai plus d'assises, où je peux mieux me sentir. Je peux aussi, comme je sens que j'ai plus d'assises, je peux plus aller dans la discussion, je peux plus, le cas échéant, me confronter éventuellement aux difficultés ou à l'inattendu. Et justement, cet accroissement de puissance d'agir et de penser, c'est la définition que Spinoza donne de la joie, justement. D'où cette idée qu'il pourrait être question de joie, dans le fait de prendre soin, d'accompagner des personnes en fin de vie, de le faire bien, de le faire de façon cohérente, suffisamment cohérente, avec ses valeurs, ses désirs et ses représentations. Et c'est là que vous voyez que éthique et joie peuvent se rejoindre. Donc quand je prends du plaisir ou quand j'ai de la joie à ma pratique bénévole, c'est pas tant, ou en tout cas pas seulement que je m'en satisfais, qu'elle me procure une sensation agréable, même si ça peut être le cas aussi. Mais encore une fois, ça peut vouloir dire que je m'y reconnais et que je m'y sens reconnue. On est toujours dans cet échange et dans cette relation. Que ça me donne du mouvement pour aller plus loin et pour poursuivre, à la fois dans mon activité de bénévole, mais aussi personnellement. Ça vient aussi enrichir le reste de mes représentations et le reste de ma vie. Donc ça peut alimenter, et encore une fois on rejoint la question de l'éthique, ça peut alimenter mes réflexions sur la vie, je peux être plus réceptif à mon environnement, et ça peut me faire affiner mes représentations pour au fur et à mesure en fait essayer d'être plus ajusté en situation. Et encore une fois ça c'est aussi un enjeu éthique. Donc c'est de ce point de vue que, en termes spinozistes, peuvent se rejoindre joie et éthique. Joie au sens de ce passage à une plus grande puissance d'être et de penser, et l'éthique au sens de essayer de connaître plus justement ce qui serait à faire en situation avec autrui et non pas à son détriment. Parce que vous voyez que si on entend ainsi la joie elle ne peut pas se comprendre comme quelque chose que je gagne contre autrui ou même malgré autrui. Alors pourquoi maintenant cette joie ainsi comprise en un sens spinoziste à accompagner autrui, pourquoi elle peut particulièrement se rencontrer en soins palliatifs ou en tout cas de manière générale en fin de vie, pas forcément en soins palliatifs d'ailleurs, ça peut être en EHPAD ou ça peut être en dehors des soins palliatifs mais dans un contexte de fin de vie. Peut-être parce que la fin de vie c'est un moment où on peut s'autoriser, enfin si je puis dire, à être soi. À déposer un peu vous savez, tous ces rôles sociaux qu'on endosse tout au long de sa vie. Un peu comme quand on dit à un ami, je peux être moi à côté de toi. Vous voyez, c'est un peu quelque chose comme ça qui peut se jouer dans ce temps de vie. Et probablement qu'il y a quelque chose comme ça qui peut se jouer auprès d'un bénévole. Encore une fois, comme l'a dit Françoise Basson dans son introduction, il y a des choses peut-être qu'on peut dire à un bénévole et qu'on peut dire un petit peu moins facilement à un proche. Non pas qu'on n'a pas confiance dans le proche, mais on peut avoir peur de le blesser, on peut avoir peur de trop se dévoiler, ou on peut avoir peur aussi que la charge affective soit trop importante pour lui. Et finalement, un bénévole, il peut être là, il peut m'écouter, il peut partager des choses, et il y a peut-être des choses que je peux dire particulièrement à un bénévole. Et donc, la fin de vie, ça peut être un moment où on s'autorise à partager des choses intimes, au sens de ce qui est au plus profond de soi, de ce qui nous constitue fondamentalement, de ce qui fait vraiment sens pour soi.
Et pour revenir à ce que je disais précédemment, ce qu'on partage dans le temps de fin de vie, ça nous caractérise en propre. Ça touche des valeurs qui sont très fortement personnelles, des valeurs vraiment profondes. Mais en même temps, c'est pas un bien exclusif. Et là, de nouveau, ça va distinguer l'intimité du privé. Quand je dis c'est privé, en fait, c'est à moi. Vous franchissez pas, en fait. Là, que ce soit ma vie privée, que ce soit les choses privées, c'est quelque chose, en fait, qui ne regarde que moi. Et quand je dis de l'intime, ça peut se partager. Alors, si j'ai envie de le faire, évidemment, mais quand je mets l'intime en partage, quand ma vie privée est exposée, c'est comme si c'était plus ma vie privée. Quand je mets de l'intime en partage, je ne le perds pas, en fait. Mais je donne la possibilité d'échanger avec l'autre sur ce fond intime, en fait. Il y a quelque chose qui peut se jouer, à condition, évidemment, encore une fois, qu'on souhaite le mettre en partage. Et j'y reviendrai pour finir dans un instant. C'est pas forcément anodin quand quelqu'un partage quelque chose d'intime avec nous. Et ces valeurs intimes, ces valeurs profondes, c'est souvent sur un fond humain commun. Alors, incarné différemment selon nos cultures, nos personnalités, nos valeurs, etc. Mais souvent, ça parle des mêmes choses. Ça parle de l'amour, ça parle de la sexualité, ça parle de la famille, ça parle du sens de la vie, ça parle du rapport à la mort, ça parle de la spiritualité. Vous voyez, ces grands thèmes, entre guillemets, foncièrement anthropologiques, quelle que soit la façon dont on les incarne. Donc vous voyez, paradoxalement, ce qui nous est le plus personnel, c'est aussi ce qui nous est le plus commun en tant qu'êtres humains, et donc ce qui peut être partagé dans la relation de soins, et tout particulièrement avec un bénévole, ce qui fait en fait qu'il y a beaucoup de vous dans cet accompagnement et dans cette activité. Et c'est ça aussi en fait l'éthique du soin, c'est aussi ça l'éthique. Il se joue en soins palliatifs, probablement parce que l'idée de retrouver une vie sociale, un rôle, etc., c'est plus sur le devant de la scène. Dans la fin de vie, il se joue quelque chose de particulièrement propice à la relation humaine, qui sous-tend la relation de soins. La relation de soins, c'est avant tout une relation humaine, et dans la relation humaine, il y a ce fond partagé, ce fond anthropologique commun. C'est ça qui peut nous ouvrir à l'autre et qui peut rendre possible, pour reprendre la définition de Spinoza, cet accroissement de puissance d'agir et de penser. Alors maintenant, si je me mets à la place du bénévole, et je me dis, qu'est-ce que ça me fait vivre moi ? Qu'est-ce que ça me fait vivre en tant que bénévole, qui suis aussi un être humain, et qui met aussi quelque chose de moi dans mon accompagnement ? Qu'est-ce que ça me fait vivre d'accueillir cette parole intime d'un patient ou d'un résident en fin de vie ? Qu'est-ce que ça représente comme expérience pratique, mais aussi comme expérience profondément humaine ? Et bien justement, on peut se dire que c'est une expérience humaine à vivre. De celles qui font sens dans les accompagnements, dans les relations, dans les pratiques de soins. De celles qui font, comme je disais tout à l'heure, qu'on se sent incarner quelque chose. On ne joue pas simplement un rôle, et puis n'importe qui aurait pu jouer ce rôle et l'aurait fait de la même façon. On sent qu'on y est soi dans cette activité. C'est pas juste un job, comme on dit de certains métiers qu'on fait pour des raisons alimentaires, comme on dit. Mais c'est pas non plus quelque chose de l'ordre de la distraction. Donc encore une fois, je rebondis sur l'introduction de tout à l'heure. Il y a les distractions, il y a les loisirs qui peuvent aussi, dans lesquels on peut incarner beaucoup de choses. Mais là, on voit bien que c'est pas une activité comme les autres. C'est pas une activité comme les autres parce que c'est pas une distraction, c'est pas non plus un métier, même s'il faut du métier pour être un bon bénévole, mais c'est dans un autre sens. C'est autre chose qui est reconnu ici. Il y a bien sûr nos compétences d'accompagnement, il y a bien sûr nos qualités humaines et la façon, une fois encore, dont on les incarne. Donc encore une fois, je suis convoquée en tant qu'humain dans cette relation, et c'est précisément pour cette raison même si ça peut être aussi difficile par moments, c'est précisément pour cette raison même qu'il peut y avoir de la joie au sens spinoziste du terme. C'est parce que j'y suis. Et c'est parce que j'y suis, moi, en tant, en fait, que personne que je suis. Parce que ça peut venir nourrir ma réflexion et mon regard sur la vie, parce que ça peut être une expérience qui puisse ainsi être partagée. Donc finalement, c'est une autre façon d'être reconnu dans sa pratique, aux côtés du temps qu'on y consacre, aux côtés de la formation qu'on a reçue, aux côtés de ce qu'on applique à y mettre en œuvre. C'est de sentir qu'on est pris en considération dans cette pratique, qu'on y investit des valeurs humaines dans cette présence auprès des patients et des résidents.
Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans différents métiers d'accompagnement, les travailleurs sociaux, les éducateurs, les enseignants, les soignants, évidemment, etc. C'est le fait de se dire, les métiers d'accompagnement, ce sont des métiers et à la fois, ce sont des métiers qui sont incarnés en tout premier lieu. Et ça peut constituer, comme on dit, des expériences qui marquent, qu'on entendra aussi dans certains témoignages, des expériences qui restent parce que, comme je disais tout à l'heure, il s'est passé quelque chose. Et vous voyez, pour qu'il se soit passé quelque chose dans la relation, il faut que j'ai été là dans la relation. Et il faut que l'autre ait été là, et là, des fois, l'autre n'est pas là aussi, et ça fait aussi partie du jeu, si je puis dire. Et justement, je voudrais aborder ce dernier point avant de conclure et de laisser la parole à Mathias Leclerc. Il me semble important de souligner que, parce que vous voyez, quand on présente les choses ainsi, et quand on insiste sur ce qui peut se passer, sur les relations qui prennent, sur la joie qu'on peut y éprouver, il pourrait y avoir un risque, en fait, c'est que ça devienne comme une injonction. Une injonction à vivre les choses sur ce mode, une sorte d'idéal qu'il faudrait toujours atteindre, en fait, quelque chose qu'il faudrait toujours vivre un peu comme ça dans une forme de paroxysme, une sorte de pression à toujours y être, tout entier, avec toutes ces émotions. Vous voyez, c'est un peu l'ambivalence des grands et beaux récits qu'on entend de nos jours sur des personnes qui réinventent et réenchantent leur fin de vie ou le handicap ou autre. À la fois, on se dit c'est très beau, c'est inspirant, ça donne confiance, ça donne envie, ça redonne de l'espérance. Mais en même temps, pour certaines personnes, ça peut être vécu comme finalement c'était possible et puis tu as qu'à le faire et puis si ça se passe pas comme ça, peut-être que tu as fait preuve de mauvaise volonté si je force un peu le trait. Je reviens sur les situations où il se passe quelque chose. Lorsque le patient ou le résident est répondant à la relation, lorsque il se passe quelque chose, qu'il se joue des valeurs ou des choses humaines profondes dans ce qui est échangé. Évidemment, c'est très beau, c'est une forme d'accomplissement, mais c'est pas anodin. Je pense que vous êtes bien placés pour le savoir. C'est pas anodin, humainement parlant, de vivre des moments d'une telle intensité auprès de personnes qui sont peut-être en train de vivre leur dernier jour, leur dernière semaine ou leur dernier mois. Dans ces situations, le patient ou le résident, il ne s'adresse pas à nous en tant que professionnel, pris dans une tâche qui serait uniquement son métier, et puis après qui s'arrête aux portes du service ou de l'unité. Il vient nous chercher, il vient nous solliciter en tant qu'humain, et il est aussi d'une certaine façon, il peut être en tout cas d'une certaine façon en demande, qu'on vienne attester de ce qu'il est ou de qui il est, au-delà de ce patient ou de ce résident qui reçoit des soins, au-delà du fait qu'il est vulnérable, qu'il est pris en charge, etc. Ce dont il peut venir témoigner, c'est du fait qu'il est porteur d'une histoire, qu'il a certaines valeurs, qu'il a un certain rapport à la vie, à la mort, etc. Et ça peut aussi venir toucher l'intime en nous. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est pas forcément évident quand quelqu'un partage de l'intime avec nous, parce que ça vient faire écho, en fait. Vous savez, on sent ce moment quand on est avec une personne et puis on parle de choses et d'autres, on fait la conversation, comme on dit, puis à un moment, ça arrive sur un terrain un peu plus intime. Et quand quelqu'un nous parle de quelque chose d'un peu plus intime, ben c'est difficile d'être en retrait et d'être juste ok, tu dis quelque chose d'intime et moi je reste en retrait assez rapidement, surtout dans des moments aussi fondamentaux de la vie. Ça peut venir aussi chercher l'ultime en nous. Il y a une phrase que je mentionne souvent du docteur Myriam Lejeune, qui est médecin en soins palliatifs à l'hospitalisation à domicile à Lyon, qui dit c'est pas anodin pour un vivant d'accompagner un mourant. Et moi j'aurais envie d'ajouter, c'est pas anodin pour un vivant mortel d'accompagner une personne qui, elle, est en train de vivre ce que nous, à un moment donné, de près ou de loin, probablement sur un mode différent, mais on sera aussi amené à vivre. Ça peut venir faire écho en moi. Je vois bien ce dont parle la personne, ça me parle, etc. Ou alors ça peut venir me heurter, ça peut venir éventuellement me blesser, des fois aussi. Ou ça peut mettre un peu en lumière ce que je n'ai pas, des fois. Une personne qui me dit combien sa famille est importante, combien c'était ce qui compte pour elle, ce qu'elle garde, etc. Si je n'ai pas de famille. Ou alors si je me dis quelle sagesse, quelle philosophie de vie, comme on dit. Peut-être que moi, à sa place, je ne serais pas capable, je ne serais pas en mesure de vivre les choses de cette façon.
Et donc on peut soit ressentir une forte affinité, mais qui peut un peu nous troubler, j'aurais pu dire la même chose par exemple, ou alors une forme de malaise parfois aussi, par rapport à des propos qui peuvent venir un peu nous heurter ou nous choquer. Mais en tout cas, d'une façon ou d'une autre, être humainement, être personnellement présent dans la relation avec l'autre, ça peut être source de joie, une fois encore, vraiment au sens spinoziste du terme. Ça peut contribuer au plaisir qu'on a à faire quelque chose et à le faire bien. Mais si on ne délimite pas les contours, si on n'identifie pas les limites, qui peuvent être les limites de la situation, les limites de la personne à qui on s'adresse, qui peut répondre ou ne pas répondre, ses limites aussi à soi, ça peut aussi mettre à mal. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de le vivre, mais ça peut aussi mettre à mal humainement, à la mesure justement de ce qu'on aura mis de soi dans la situation et dans l'activité. Et ça fait aussi partie de la réflexion éthique, d'y penser et d'y veiller, et de savoir aussi accueillir cette parole, que ce soit une parole de soignant ou que ce soit une parole de bénévole. Alors pour résumer un peu quelques éléments de réflexion depuis cet éclairage philosophique et éthique, je dirais que ces pensées spinozistes, elles nous invitent d'abord à oser. Oser prendre plaisir dans le soin, oser éprouver de la joie, oser le dire, oser le partager avec la personne avec qui on a eu ce plaisir, le partager avec les soignants, y compris quand parfois c'est un peu plus dur pour eux, le partager avec nos proches. Pouvoir dire en fait ce qui s'est joué dans ce temps partagé avec la personne qui approche de la mort et celle qui l'accompagne. Donc il peut y avoir cet authentique accroissement de la puissance d'agir, de la puissance de penser, qui encore une fois n'est pas un pouvoir sûr, hein, c'est simplement garder l'image de l'idée en fait. Quand une idée en fait elle s'enrichit pour tout le monde. En fait, les idées elles sont là pour être partagées, ça aussi c'est un enjeu démocratique. Les idées elles sont là pour être mises en partage et elles sont là pour être discutées. Donc il n'y a rien qui entrave plus la puissance de pensée que la pensée unique. Ça c'est sûr que ça entrave en fait. Donc il peut y avoir dans ces moments quelque chose, encore une fois, authentiquement de la puissance d'agir et de penser qui puisse se partager en tant que bénévole, en tant qu'humain, de se sentir exercer collectivement des ressources humaines dans ce temps de vie. Mais il me semble que je crois que ça ne peut pas se penser et se vivre à haute intensité tout le temps. C'est un peu comme vous savez, on parle des petites et des grandes joies de la vie. La vie, c'est des grandes joies, c'est aussi des petites joies. C'est des grandes peines, c'est aussi des petites peines. C'est une sorte d'accordéon comme ça, une sorte de fluctuation. Si c'est à haute intensité, à tous les instants de sa pratique, le risque c'est de s'y épuiser et de ne plus pouvoir y être. De ne plus pouvoir y être pour soi et de ne plus pouvoir y être sur les autres. Donc voilà, quelque chose un peu de ces petites et grandes choses de la vie, de ces petites et grandes joies de la vie, pas tout le temps et pas toujours intensément. Parce que la joie qu'on trouve dans cette activité, elle fait le sel de la vie, elle fait le sel de notre activité. Ça donne sens, on sait pourquoi on le fait, on sait pourquoi on continue à le faire, même quand c'est un peu plus difficile. Mais la déception, les dissonances, les non-réponses, le fait parfois d'avoir l'impression d'avoir dit quelque chose un peu à côté, un peu inajusté, ça fait aussi partie de la vie. Ça fait aussi partie de l'activité. La perfection, elle n'est pas de ce monde. Et la relation humaine, c'est fait aussi parfois, en fait, de ces petits moments, je dirais pas des échecs, mais en tout cas de ces petits moments où ça passe un petit peu moins, et c'est aussi de ça qu'on peut apprendre. Nous ne sommes pas des surhumains. Voilà, nous ne sommes pas forcément des héros. Ou alors des héros, mais du quotidien. Et donc, en ce sens, le mode un peu euphorique, le mode de la recherche d'une pleine convenance perpétuelle entre un idéal et la réalisation effective, c'est pas toujours en fait le signe de quelque chose d'équilibré, ou en tout cas pas toujours le signe de quelque chose d'humain. Et donc pour finir, je dirais, osons donc aussi, assumons même de ne pas toujours être satisfait d'une relation, de ne pas toujours y trouver un plein plaisir. Et pour faire une dernière fois le pendant avec l'éthique, c'est ça aussi l'éthique, ça c'est une approche de l'éthique que j'aime bien, c'est cette idée d'un point de rencontre assez délicat, toujours en mouvement, mais d'un point de rencontre assez délicat entre l'idéal et le réel, entre la situation telle qu'elle est et ce qu'on peut y mettre de soi et ce qu'on peut y mettre de nous collectivement.
Je vous remercie de votre attention. Jeune mariée. Madame, monsieur, je suis riche d'un don que vous avez bien voulu m'offrir. Un don d'un petit peu de votre intimité à tous deux. Un don d'un moment de fraternité et un joli don de beaucoup d'humanité. Humanité pleine, entière, sans phare. Ce jour-là, je refermais votre porte, craignant de vous déranger. Vous étiez la main dans la main. Vous m'avez engagé à rester auprès de vous. J'ai eu l'impression de rentrer dans un cocon de bien-être. Vous étiez jeune mariée. Vous évoquiez vos métiers. Vous parliez des enfants de chacun et des petits-enfants qui faisaient votre joie. Vous avez évoqué, bien sûr, la maladie qui avait fait éruption dans vos vies. Finalement, nous étions 4 dans cet échange magnifique. Vous, monsieur, car c'était vous le malade qui étiez au final de votre route. Vous, madame, qui, fidèle et aimante, étiez là, tout près, toute prête à ce qui allait advenir. Moi, qui étais le témoin de votre petit morceau d'histoire. Petit morceau d'histoire, certes, mais ô combien essentiel. Et puis, il y avait ce verre d'eau et sa pipette, que vous sirotiez avec un plaisir hors du commun. En effet, depuis le matin même, vous étiez autorisé à boire de l'eau. De l'eau. Vous étiez tel un enfant à qui on aurait offert une glace ou autre friandise. Cette eau qui semblait tellement désaltérante à votre gorge desséchée. Nous étions un jeudi après-midi. Vous êtes parti le vendredi matin à tout juste 60 ans. Février 2024. Voilà, une petite virgule pour respirer et peut-être réfléchir un peu à tous les mots forts que nous a dit Julie Henry. Merci à elle d'avoir aussi tricoté le côté philosophique et éthique. La partie éthique médicale devait être traitée par le professeur Pascal Vassal, qui s'excuse vraiment, mais elle est absente pour un sérieux contretemps familial. Je demande donc qu'on l'excuse. Merci encore, Julie Henry. Et bien maintenant, je laisse la parole à Mathias Leclerc, qui va nous parler peut-être d'une autre dimension de la joie. Bonsoir à tout le monde. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Donc bonsoir à tout le monde. On m'a demandé effectivement de pouvoir parler de la joie d'un point de vue spirituel. Je voudrais, avant de commencer mon propos, remercier les organisatrices, organisateurs de ce congrès qui m'ont invité et dire que je me sens forcément un peu intimidé car je ne suis pas spécialiste de la question de la joie. Je ne sais pas s'il existe des spécialistes de cette question et je ne suis pas non plus issu du monde médical. Comme l'indiquent les quelques lignes de présentation que vous avez en main ou qu'on vous a données, je suis prêtre donc, ainsi que professeur de formation musicale au conservatoire de Cahors. C'est un peu ronflant, Cahors c'est une petite ville du sud-ouest, voilà, très jolie quand même. Et je voudrais ajouter que j'ai un père qui est âgé de 95 ans et qui est aujourd'hui résident en EHPAD depuis 5 ans, ce qui m'a donné une certaine familiarité avec ce lieu, avec la population de ce lieu, dans lequel je le visite quand même assez souvent, puisque cet EHPAD est dans le village dans lequel j'habite. Alors la demande qui m'a été faite consiste à vous dire quelque chose de la joie d'un point de vue spirituel, un mot qui n'est pas très facile à appréhender. Évidemment, pour le croyant que je suis, le spirituel renvoie directement à l'existence de Dieu, à la possibilité d'une relation avec lui.
Mais je sais que l'association Jeanne Malbe, donc, qui m'invite ce soir, est une association laïque, ce que je désire respecter. C'est la liberté de chacun. Voilà, j'entendrai donc le mot spirituel comme ayant rapport à une intériorité profonde. Quelque chose d'immatériel que nous pouvons expérimenter, ressentir, en dehors donc de toute obligation explicite ou implicite de relation à Dieu. Pour m'avancer dans la réflexion, j'aurai néanmoins recours aux matériaux que je connais, que je pratique, mais que je vais utiliser comme un matériau dans les écrits évangéliques notamment. Le petit argumentaire que j'ai reçu entend aussi la dimension spirituelle de la joie comme ayant un lien à l'intime, un mot qui a déjà été employé, quelque chose d'indicible, dont celui ou celle qui l'éprouve voudrait pourtant pouvoir bien dire quelque chose. Françoise l'a dit tout à l'heure, donc dans son discours, et puis c'est revenu. Je voudrais pouvoir bien dire quelque chose de cet indicible que je ressens. Par exemple, et au hasard, si je suis bénévole dans l'association Jeanne Malbe, je voudrais bien pouvoir partager ça autour de moi. Se pose donc la question du partage de la joie. Comment, alors qu'il s'agit d'une expérience vraiment personnelle, intérieure, pouvoir partager la joie avec l'autre, et ce, quel qu'il soit? C'est une question. Et je ne sais pas si je serai capable de vous donner une réponse bien précise à cette question, à laquelle chacun répond d'abord avec ce qu'il est, et dans la situation particulière dans laquelle il se trouve. Il n'y a donc rien de vraiment normatif dans ce domaine, c'est au moins ce qu'il me semble. Je voudrais quand même essayer d'approfondir l'originalité de cette expérience spirituelle qu'est la joie, mieux la comprendre ou l'appréhender. Et c'est ici donc que je vais avoir recours au récit évangélique. Alors je vais faire quelques présentations succinctes, ne vous inquiétez pas trop. Dans l'évangile de Matthieu, donc, le premier du Nouveau Testament, il existe un épisode que tout le monde connaît, ça j'en suis sûr, parce qu'au-delà d'un témoignage croyant, il est devenu une sorte d'histoire mythique, pour tout le monde je pense, à mi-chemin du conte et d'un enseignement de sagesse un peu large. Alors pour ne pas faire durer trop longtemps le suspense, je vais dévoiler l'épisode. Il s'agit de l'épisode des mages, au début du chapitre 2 de l'Évangile. L'épisode des mages est très connu, mais il n'y a que l'évangile de Matthieu qui raconte cet épisode. Voilà. Et donc c'est là-dessus que je vais revenir. Alors je vais retracer brièvement l'histoire, au cas où vous ne la connaîtriez pas, dont la véracité de cette histoire est très problématique, et donc c'est pas du tout ici le sujet que je veux aborder. Donc voilà l'argument, si on peut dire. Au moment de la naissance de Jésus en Palestine, sous le règne du roi Hérode, des savants, originaires d'Orient, c'est comme ça que dit l'Évangile, ce qui constitue une indication géographique très vague, sont mystérieusement informés de la nouvelle et décident de se mettre en route pour rendre visite au nouveau-né. Et ce, sans même savoir avec précision où ils se trouvent. Alors qu'ils sont errants dans le désert avec leurs chameaux, c'est comme ça en général qu'on les représente la plupart du temps, eh bien une étoile les prend mystérieusement en charge et les conduit donc jusqu'à Bethléem, le lieu de leur destination. Je présume que tout le monde connaît ça. Vous savez aussi que les mages, c'est une histoire qui s'est considérablement enrichie. Voilà, on dit qu'ils sont 3, mais ça l'Évangile ne le disait pas. On leur a donné des noms qu'on ne va pas chercher maintenant. Et puis on dit aussi que ce sont des personnes très éduquées qui n'arrivent pas les mains vides et qui ont aussi prévu des cadeaux. Voilà. Voilà le décor. Et donc ils arrivent, grâce à l'étoile, à bon port, ils posent leur chapeau devant la porte et ils entrent dans l'étable donc, dans laquelle l'enfant est né. Et c'est à ce point du récit que je vais en venir.
Parce que, dit le récit, en entrant et en découvrant l'enfant avec ses parents, le texte précise que les mages éprouvèrent une très grande joie. Et une traduction plus récente dit même qu'ils se réjouirent d'une très grande joie. Ça m'a beaucoup intrigué puisque ça veut dire deux fois la même chose. Je pense que se réjouir, c'est déjà éprouver de la joie. Et donc je pense que la traduction, pour mieux respecter le grec de l'évangile, a choisi de faire cette répétition. Ils se réjouirent d'une très grande joie. Ça instaure, si vous voulez, une sorte de pléonasme qui me donne beaucoup à penser. Surtout pour notre soirée. Tout cela se passe au chapitre 2, verset 10, dans l'évangile de Matthieu, si vous voulez consulter le texte par vous-même. Il faut toujours citer ses sources. Alors moi je me dis, en lisant ça, en réalité, que s'est-il passé? En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, si vous irez voir le texte par vous-même, si l'on s'en tient strictement au texte, il ne s'est rien passé. Les mages entrent, découvrent l'enfant avec ses parents, déposent leurs cadeaux et repartent. Aucune parole n'est échangée, aucun geste d'expression d'une quelconque affection n'est décrit, aucune interaction, rien. Et pourtant, l'auteur insiste sur ce sentiment de joie. Il nous laisse comprendre même que cette joie est exceptionnelle dans son intensité, dans sa profondeur. C'est ainsi que je me demande s'il existe un rapport entre l'intensité de la joie que nous pouvons ressentir et notre capacité à pouvoir en dire quelque chose. Vous vous êtes peut-être vous-même parfois posé la question. Dit plus simplement peut-être, mais là je prends un peu parti, il semble bien que plus notre joie est grande, moins nous savons en rendre compte. C'est évidemment un peu frustrant, et je suppose que vous l'avez tous parfois expérimenté, par exemple dans votre engagement associatif, ce que l'introduction laissait entendre, ou même dans votre vie de manière plus générale. Outre son indicibilité, facile à dire, une autre particularité de la joie des mages me touche plus sensiblement. Il s'agit de sa soudaineté, de sa survenance imprévisible, et presque immédiatement à la suite de son évaporation quasi immédiate. Rien dans le récit ne nous prépare à l'arrivée si abrupte de la joie. On aurait plutôt attendu un dialogue entre les visiteurs et les parents de Jésus, de l'enfant nouveau-né, des paroles préparatoires, par exemple, comme un sas après le voyage, mais non. D'un seul coup, la joie est là, elle envahit le champ et elle s'impose. Pareillement, il semble bien qu'elle reparte aussi mystérieusement et définitivement que la manière dont elle était arrivée. Au-delà du verset 10, donc je vous ai cité, plus rien ne nous est dit de cette joie. Plus aucune mention. Ce qui fait qu'il serait tout à fait possible pour un lecteur, pressé, d'escamoter le verset 10, d'ignorer ce qu'il dit, en très peu de mots, et de garder au récit toute la cohérence et le sens général de l'histoire. C'est quand même pas anodin, ça. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien lire tout à fait ce récit sans lire le verset 10, ça ne changerait rien à l'histoire. Alors peut-être on perdrait quelque chose, ça c'est autre chose, mais on aurait quand même le sens de l'histoire, des mages qui traversent le désert, qui viennent s'incliner, etc. Tout garderait son sens. Il ressort pour moi de cette courte réflexion et de cette immersion dans le récit des mages qu'il est possible d'identifier de manière assez claire au moins deux caractéristiques de la joie, telles que nous les avons découvertes et
tel aussi que nous pouvons en faire nous-mêmes l'expérience, avec toutes les variantes dues à la diversité de toutes nos situations humaines. La première caractéristique de la joie, donc, c'est qu'elle ne se dit pas facilement. Et que lorsqu'elle se communique, c'est en réalité le plus souvent, sans que nous en ayons vraiment conscience, nous en sommes simplement témoins. Cela est vrai que nous soyons en position d'émetteur ou de récepteur de la joie. Il est d'ailleurs possible que nous puissions tout à la fois être récepteur et émetteur. Par exemple, ce qui a été dit d'ailleurs, mais en langage plus savant que moi, tout à l'heure, par exemple, comme le sont peut-être les mages, les uns pour les autres. Comme le sont peut-être des bénévoles, les uns pour les autres, et comme le sont même parfois dans une relation, la personne accompagnée et l'accompagnant. Voilà. Ils sont à la fois récepteurs et émetteurs de la joie, et du coup la joie grandit. Dans son indicibilité, la joie apparaît donc bien plus grande que nous. Elle était avant, elle sera après. Il y a juste ce moment plus ou moins long, mais de toute manière quand même bref, dans lequel nous coïncidons avec elle. On le comprend bien dans l'histoire des mages que je viens d'évoquer, parce qu'elle comporte un déplacement réel des personnes. Mais on le découvre aussi, il me semble, dans notre propre vie. L'image de la joie intérieure, la joie spirituelle, ce n'est pas une ligne continue, mais plutôt des pointillés plus ou moins courts, plus ou moins resserrés. La deuxième caractéristique de la joie, donc, après cette indicibilité, est sa survenance soudaine, que nous ne maîtrisons pas, forcément inattendue, avec l'inconfort que cela peut générer et la peur de passer à côté. C'est-à-dire, nous pouvons tous enjamber donc le verset 10 de notre histoire, si on parle comme ça, puisque ça reste cohérent. Donc, on n'est pas du tout obligé de... Voilà, c'est une possibilité. Et cela nous demande de l'attention si nous voulons au contraire pouvoir bénéficier de cette joie. Cela fait appel à notre disponibilité, à notre persévérance constante. Alors ça, j'ai pris ça dans votre article, mais je ne sais plus où exactement, mais c'était dans votre article. Peut-être vous saurez où je l'ai pris. Cette attitude tellement importante à la joie, mais aussi tellement fragile et incertaine. En effet, nous ne pouvons pas toujours être disponibles. Pas tout le temps, et pas toujours intensément. Et ça aussi, donc, vous l'avez dit, voilà, ça ne peut pas être tout le temps. Et je ne pense pas qu'il soit utile de s'en culpabiliser. Cela fait partie de la liberté de notre personne humaine, de son mystère, parfois même à nos propres yeux. Alors naturellement, et du fait de cette disponibilité alternative, il existe toujours une possibilité que la joie puisse passer non loin de moi, sans que je m'en aperçoive, ou sans que je puisse y apporter la part qui me reviendrait et la ferait grandir. Aussi, dans cette perspective, l'intérêt est grand de partager son expérience avec d'autres, de pouvoir la relire, pour apprendre ensemble à se montrer plus disponible à la joie. La relecture est une pratique éminemment spirituelle. Ces pratiques de relecture existent dans de nombreuses structures. Alors je crois, ça c'est à cause de ce que j'ai dit que mon père était en EHPAD, et donc je suis aussi membre du conseil d'administration de cet EHPAD, ce qui me fait voir les choses de notre côté. Et toutes ces structures ont des contraintes budgétaires, et il arrive que tout ce qui est de l'ordre de plus de gratuité, de ces temps de relecture entre soignants, etc.,
soit un peu rogné. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai. Voilà. Ces temps qui sont fragilisés par notre société, toujours un peu pressée, toujours prise dans des considérations économiques. Enfin, puisque la joie est plus grande que moi, cela veut dire aussi que je n'ai pas de prise sur sa survenue, que cela me dépasse. Il n'y a pas de conditionnement ni de processus d'automaticité qu'il me serait possible de mettre en place avec un résultat garanti. Peut-être que dans des circonstances analogues de lieux et d'événements, la joie viendra me visiter, ou au contraire, je m'en sentirai douloureusement éloigné. En réalité, tout cela a rapport avec la gratuité de la joie. Il n'est pas possible de l'acheter, elle n'est pas un droit, elle ne vient pas non plus en réponse à quelque mérite que ce soit. Fondamentalement, donc, elle est un don. Je pense que c'est ce que vous vivez aussi. Et c'est peut-être pour cela qu'elle semble s'échapper. Ça, c'est mon interprétation personnelle, vous n'êtes pas du tout tenu de partager. C'est peut-être pour cela qu'elle semble, dans le texte que je vous ai présenté, s'échapper des présents offerts à l'enfant nouveau-né. D'une manière ultime, il me revient quand même de savoir lui préparer un terrain propice, de la rendre possible, ce qui est déjà un vrai travail et parfois un gros investissement. Par exemple, comme pour les mages, quittant leur lointain Orient et entreprenant un voyage dont ils ignorent même la destination précise. Je pense que la première fois qu'on se lance comme bénévole, il y a peut-être, ça ressemble peut-être un peu. Voilà. Enfin, il y a peut-être des ressemblances, on va dire. En fin de compte, je pense pouvoir dire, pour qu'elle puisse advenir, qu'il me revient de savoir me tenir ouvert à la joie, tout en ayant soin de ne pas produire d'entrave à sa liberté. Je ne sais pas s'il me reste du temps, j'en sais rien, un peu. Parce que je voulais finir par un exemple. C'est pas facile quand même de parler de la joie. Alors, je voulais citer un exemple sorti de ma propre pratique, mais pour illustrer cette indicibilité, et surtout ce côté trop grand qui a été dit, donc en termes que je vais reprendre, parce que j'ai peur de tordre les choses, mais cet accroissement, je ne sais plus, de la puissance d'agir, ça me plaît beaucoup comme ça. Et donc dans mon ministère, on va dire de prêtre, pour parler comme il faut, une année j'ai accueilli, parce qu'on fait un peu de tout dans ce métier, hein, ça c'est autre chose, mais j'ai accueilli des jeunes scouts, parce qu'on m'avait demandé de pouvoir accueillir des jeunes scouts. Alors, j'accueille une douzaine de jeunes scouts, ils avaient entre 12 et 13 ans, ils n'étaient pas très âgés. Et donc, c'est le scoutisme, ils devaient faire tout un périple, un peu à la débrouille, donc je devais les héberger dans une salle que je devais mettre à leur disposition, ça avait été vu avant ça, et puis ils devaient se débrouiller pour manger, etc., comme des scouts, quoi. Donc je les attendais, c'était un jour d'été, il faisait terriblement chaud, mais vraiment très très chaud. D'ailleurs, je ne sais pas s'il n'y avait pas une vigilance, enfin j'en sais rien. Et je vois arriver ces scouts, vers 17h, qui étaient quand même bien fatigués. Même certains au bord, un peu l'épuisement, quoi, nerveux, physique. Donc je les fais asseoir, je les mets à l'ombre, je leur donne de l'eau, etc. Et puis il y en avait deux plus grands qui étaient un peu les responsables, mais ils avaient 16-17 ans. C'était juste un petit, je sais pas comment ils appellent ça dans leur langage, mais quelque chose de 48 heures, quoi, avec une nuit à l'extérieur, etc. Et donc là, ils commencent à reprendre des forces. Enfin, mais je les regardais, certains du coin de l'œil, parce que je voyais qu'ils étaient vraiment très fatigués. Je leur montre les lieux, ils commencent à reprendre courage, ils voient qu'ils vont pouvoir se reposer, etc. Et puis, petit à petit, je m'inquiète un peu de savoir comment ils allaient voyer la suite, parce que le responsable m'avait dit aussi de voir un peu tout ça, donc comment ils allaient faire pour manger. Alors, c'est la débrouille. Alors, ils avaient 25 €, je crois. Il fallait faire des courses, acheter des pâtes. Alors, moi, je voulais pas casser le truc, mais... Donc, ils achètent ça. Je leur dis, bon, on va pouvoir faire cuire les
pâtes à cet endroit-là. Et pour le dessert, les 25 euros, c'est pas grand-chose quand même. Hein, donc, pour 12, ça fait pas beaucoup. Donc, ils achètent de la compote. Bon. Et moi, sans rien dire, parce que voilà, j'ai acheté, il n'a pas vu, personne n'a vu, j'ai acheté des glaces. Ça vaut pas très cher d'ailleurs, les glaces. Hein. J'ai acheté des glaces. Donc, ils mangent, et puis je regarde un peu où ils en étaient, donc je crois que j'avais demandé à une infirmière que je connais de passer un peu voir si elle les trouvait. J'avais téléphoné au responsable aussi pour lui donner des nouvelles. Bon, je lui ai dit, je suis quand même fatigué, mais enfin, je pense qu'après une bonne nuit, ça ira. Et là, c'est là que ça devient... Donc, je regardais par la fenêtre où ils en étaient, et là, j'apporte les glaces. Là, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire, c'était là, l'accroissement de la puissance d'agir. On la sent. Il y a notamment deux jeunes qui m'ont regardé avec des yeux comme si, d'où j'avais sorti ça, comme si j'étais magicien de grande ampleur. Or, je présume que des glaces, c'était pas la première glace. Hein. Donc évidemment, là, ils ne savaient plus quoi dire. Ils ne savaient plus quoi dire, en fait. Et c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose, quoi. C'est-à-dire que les yeux devenaient de plus en plus grands, et les mots de moins en moins de mots. Voilà. Et ça, c'est... Le lendemain, le responsable avec qui j'avais un peu conversé, je lui ai dit qu'il y en avait 2 ou 3, il était quand même un peu pas bien, donc on avait cherché les noms, etc. Donc, il se soucie beaucoup quand même. Hein. Et il est passé, et alors il demande aux jeunes qui devaient prendre le bus, enfin, alors ça s'est bien passé et tout. Et là, les jeunes, évidemment, pour lui ont parlé du chemin qui était très difficile, etc. Mais la soirée, et le repas, et les glaces, et là, ils ne savaient pas quoi en dire, en fait. Et ben ça vérifie, je trouve, ce qui a été dit ici, voilà, et que peut-être il vous arrive parfois dans vos expériences c'est-à-dire, pour moi, je dirais, je ne suis pas spinoziste, mais je sais pas, je dirais, c'est trop grand, si vous voulez. À un moment donné, on vérifie que c'est trop grand, c'est-à-dire, c'est pas mesurable. C'est-à-dire une telle intensité intérieure, alors qu'il ne s'agit que de quelques glaces, on voit bien qu'il y a un décalage. Et ça, voilà, c'est peut-être la vraie joie. Ça. Madeleine, la première fois que je vous ai rencontré à l'EHPAD, tout de suite, vous avez entonné l'envie d'avoir envie. Fan de Johnny Hallyday, tout l'étage a dû en profiter. Aucune fausse note, aucune parole manquante, vous avez tout donné.